Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Mathilde, la fondatrice du Bloom Club, un espace en ligne dédié au sport à travers une promesse qui casse les codes de son marché. Retrouver l'équilibre en se reconnectant à une version forte, active et épanouie de soi-même, sans pour autant se plier aux tendances et aux stéréotypes. Et c'est justement ça que j'ai aimé chez Mathilde. Son positionnement ultra courageux et assumé, son ambition remplie d'humilité et la connexion qu'elle a su créer avec ses clients dès le départ et qui lui a permis de faire sa place de manière pérenne sur un marché qu'on pourrait croire complètement saturé. Et c'est donc de tout ça dont on parle ensemble. De son parcours de juriste à coach sportif passionné, de son positionnement singulier qui défie les lois du marché, de comment elle a réussi à créer un concept phare sans pression d'argent ni de temps, de ses conseils pour s'assurer que ses offres fonctionnent et de sa clé pour durer et vibrer. Vous allez voir, c'est un échange pépite, rempli d'humanité, d'authenticité, de conseils ultra concrets aussi, comme on les aime. Vraiment, on plonge derrière la lumière du business de Mathilde et de la femme qu'elle est aussi aujourd'hui. Alors j'espère qu'il vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire et des étoiles ou une petite note sur votre application de podcast, selon si vous êtes sur une appli ou sur YouTube. Vous avez évidemment tous les liens pour nous retrouver juste en dessous dans la description de l'épisode, avec notamment nos comptes Instagram à chacune. Si jamais ça vous dit de partager l'épisode dans vos stories, nous on sera ravis de vous remercier et de vous repartager parce que c'est vraiment la meilleure manière de soutenir nos entreprises à toutes les deux et surtout de montrer que l'authenticité aussi, ça peut gagner. Donc je compte sur vous et je vous laisse entrer derrière la lumière du Bloom Club. Bonjour Mathilde, bienvenue sur Derrière la lumière. Je suis ravie de te recevoir avec moi aujourd'hui. Bonjour et merci de me donner la chance aujourd'hui de m'exprimer. Je suis très contente d'entamer cette conversation avec toi. Yes, moi aussi. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter rapidement, nous dire un peu l'humaine que tu es et aussi comment tu vas vraiment intérieurement? Pas le ça va de base qu'on balance sans écouter la réponse, mais un vrai comment vas-tu en ce moment? Écoute, je m'appelle Mathilde, je suis la fondatrice du Bloom Club. J'ai créé le Bloom Club en tant que coach sportif, professeur de pilates de la vraie vie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en avant et dans une chose dans laquelle je me reconnais beaucoup, donc j'ai assez souvent besoin de le dire très vite, que je suis une coach sportive, professeure de pilates de la vraie vie et que la continuité de ma pratique aujourd'hui, c'est d'avoir proposé une plateforme en ligne. Donc voilà ce que je suis, ce que je fais aujourd'hui et pour répondre à ta question, comment ça va? Je sais dire avec certitude que je vais bien et que je me sens extrêmement privilégiée de la vie que j'ai aujourd'hui, qui est différente de la vie que j'avais il y a quelques années, on pourra en parler. Parce que j'ai la sensation de m'être créée une vie, et d'être encore en chemin sur ça, mais de me créer une vie, sur mesure. Comme je l'aime pour moi et le Bloom Club y contribue énormément. Donc pour cette raison-là, ça va très bien. Trop cool. Ça me parle aussi, le coaching de la vraie vie. Moi, souvent, la manière dont je présente mes accompagnements ou les coachings, c'est l'accompagnement de la vraie vie aussi, de l'entrepreneur de la vraie vie dans tout ce que c'est, émotionnellement parlant, stratégiquement parlant. Ça vient toucher notre vie privée, notre vie intérieure. Enfin, voilà. Donc, je me retrouve carrément aussi là-dedans et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant matché, on va dire, avec Mmh. l'humaine que tu es et ce que tu proposes.
Mais du coup, c'était qui la Mathilde d'avant? Eh bien, si on fait un petit retour en arrière pour expliquer mon background, moi, je suis une ancienne non sportive. Et j'ai pas peur de le dire, j'ai détesté le sport pendant des années. Et il y a un petit fun fact que je n'ai plus honte de livrer aujourd'hui, qui est que j'étais dispensée de sport au baccalauréat. Donc c'est quand même une prouesse d'en être là aujourd'hui. Hem, Si on fait vraiment le topo, à l'âge où on choisit, son orientation et cetera, moi je me suis pas du tout orientée vers le sport. Encore une fois, au lycée, j'ai fait très peu de sport. J'ai vraiment déconnecté avec la pratique sportive à l'adolescence. J'avais accès, et j'ai eu la chance d'avoir eu accès, petite fille, à plein de sports, mais je m'en suis éloignée parce que quand j'étais petite, moi, je me reconnaissais pas du tout. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai eu une immense chance d'avoir accès à ces activités physiques-là, mais je m'en suis éloignée parce qu'en fait, je ne me reconnaissais pas dans l'ambiance et dans les attentes, notamment des adultes, sur ma pratique. Et j'étais une petite fille qui subissait pas bien la pression et Hmm. la pression de faire forcément de la compétition notamment, que ce soit pour l'équitation, que ce soit pour l'athlétisme. Je la vivais très mal et donc c'est ça qui m'a éloignée de la pratique sportive, ce qui est hyper dommage. Mais voilà, j'ai eu besoin de rompre, fermement avec le sport un moment pour mieux m'y retrouver plus tard. Et donc quand j'ai choisi mon orientation, moi j'étais relativement, bonne élève, scolaire, carrée, organisée, j'ai fait du droit. Rien à voir. Et donc, j'ai fait mes études de droit. J'ai fait vite fait du sport pendant mes études, mais franchement, c'était clairement pas une pratique assidue. À l'époque, j'étais encore non sportive. Et j'ai commencé à travailler en tant que juriste. Donc ça, c'était en 2012, pour faire un petit peu le tableau. En 2012, j'ai commencé à travailler en tant que juriste et j'ai eu une espèce de, vraiment de sensation de pression dans la poitrine de me dire, attends, 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 là, je vois les gens qui sont mes collègues, qui sont probablement ceux à quoi je vais ressembler dans quelques années. Je veux pas être comme eux. C'est-à-dire que j'ai ressenti un truc dans lequel je me suis pas reconnue, mais ça ne m'a pas dit, tu as fait fausse route, tu dois te reconvertir. Ça m'a dit, tu as besoin d'autre chose. Tu as Hmm. besoin d'équilibrer ça pour ne pas justement devenir cette personne qui ne vit que pour des week-ends, qui ne vit que pour des vacances, qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir des jours de congé. J'ai trouvé ça triste à mourir. C'est vraiment un truc qui m'a percuté de plein fouet quand j'ai Hmm. commencé à travailler en 2012. Et c'est un concours de circonstances. Je me suis dit, bah écoute, maintenant tu es jeune active, j'habitais Paris, j'avais accès à plein de choses. J'ai poussé la porte d'une salle de sport en me disant, je vais me remettre au sport, je vais trouver un équilibre, ça me paraissait bien. J'avais financièrement la possibilité de m'inscrire à une salle de sport, j'étais active. J'ai commencé comme ça. Et j'ai retrouvé, grâce au coach et grâce à l'ambiance de cette salle de sport à l'époque, l'ambiance des cours de fitness, parce que je fais une petite parenthèse sur mon background de sport quand j'étais gamine. J'ai commencé le step, le fitness, l'aérobic à 7 ans. Et j'en ai fait de 7 à, je sais pas, à l'adolescence. Alors, c'est pas énorme non plus, mais quasiment une dizaine d'années, tu vois. C'était très mignon, c'était très drôle. On faisait des spectacles à la fin de l'année. Bref, donc moi, ça, c'était un peu mon background, c'était mon truc. J'ai retrouvé ces cours-là en tant qu'adulte. L'éclate totale. J'ai compris que dans une salle de sport, en fait, tu payes. Tu viens, tu te casses, tu rentres chez toi. Personne te demande d'aller en compétition, personne se compare, parce que j'étais dans une salle où c'était pas tellement l'ambiance, que les cours que je fréquentais, aux horaires où j'allais, il n'y avait pas du tout ce truc-là, et parce que probablement moi j'avais fait du chemin, donc j'étais pas là-dedans. Et donc, je me suis pris un peu dans ce truc, et j'y allais régulièrement, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, j'y allais le midi, etc. Ça a duré une petite année jusqu'à ce qu'en fait, on me démarche pour venir passer une espèce de casting géant. Tout est concours de circonstances dans cette histoire. Une espèce de casting géant. Un samedi matin, on m'a dit voilà, t'es régulière, t'es assidue. Est-ce que ça te dirait de passer une forme de sélection? Et si t'es retenue, tu pourrais avoir accès à des formations pour donner des cours à ton tour. Et moi, j'ai dit, mais moi, je travaille déjà, etc. Elle m'a dit, oui, mais tu sais, il y a beaucoup de coachs sportifs qui doivent de toute façon travailler à côté. On sait ce que c'est la réalité d'un coach sportif. Avant qu'il travaille que sur ça, ils doivent fournir beaucoup d'efforts. Pour la plupart, ils ont 2 boulots. On m'avait dit, bah, tu vois, ceux qui bossent chez Decathlon, très souvent, ils sont coachs sportifs à côté et ainsi de suite. Donc, on m'a dit, c'est presque fait pour, finalement, est-ce que tu veux venir? La logique aurait voulu que je dise merci, mais non merci. Je me suis pointée à République le samedi matin. J'ai passé les sélections. Donc, c'était des tests d'effort, des tests de rythme, voilà, c'était assez basique. Et j'ai été retenue. Et de là, je me suis dit, bon, bah, dans quoi je me lance? Et puis finalement, c'était ça.
C'était ça un peu mon facteur d'équilibre. Je me suis dit: «Mais finalement, c'est là que je vais aller. Peu importe où ça me mène, moi, j'ai pas d'enjeu. J'ai déjà un travail. Mmh mh. J'ai déjà la chance d'avoir un métier qui me nourrit. En fait, il y a pas de souci. Par contre, si là, j'ai cette opportunité qui pop comme ça devant moi, est-ce que j'irai pas au bout?» Et donc pendant 1 an, j'ai passé tous les diplômes, toutes les certifications sur mes congés, en fait, tout simplement parce que j'avais la chance de travailler dans une structure où j'avais, beaucoup de congés, toute franchise, j'ai manqué de rien. Donc je on posait, en fait, des genres de vendredi, lundi. On se faisait 4 jours de formation, 3 semaines de stage, et c'était très simple et c'était très, très simple, à ceci près que ça a duré, 1 an, mais pas de problème. Et donc, ce qui m'a permis d'arriver en 2014 au premier cumul d'activités. Et donc là, j'ai demandé l'autorisation de mon employeur qui m'a autorisé à cumuler mon activité avec mon statut à côté et donner des cours dans la salle. Et c'est comme OK. ça que ça a Donc, commencé. grâce à ces stages et ces formations, tu as fini par avoir ton diplôme. Mmh. Est-ce que c'était, parce que je sais qu'il y a plusieurs, dans le domaine sportif, il y a le CQP, il y a le, tu vois, est-ce que c'était reconnu par l'État ou est-ce que Ouais. c'était dans ta salle de sport quelque chose de très interne? J'ai fait les 2. J'ai fait les 2. Et, En fait, j'ai commencé par un truc très interne, à la salle de sport et en fait, très vite, j'ai passé les certifications, professionnelles qui sont reconnues mm, par l'État auprès d'un institut de formation qui m'a permis d'avoir accès à, finalement un statut d'éducateur sportif avec la petite carte, bleu, blanc, rouge. Donc ça, c'est super important. Ça c'est pour ça que ça a pris ce temps-là, hein, parce que sinon, mm. on peut devenir, prof, si je prends l'exemple de prof de pilates, je le suis moi-même, c'est pas du tout pour dénigrer, mais tu peux être prof de pilates en 3 mois. Enfin, si tu veux, c'est pas du tout, compliqué. Oui, c'est comme prof de yoga, tu peux faire ton 200 heures, tu pars X semaines à Bali Et tu et rentres et voilà, tu exactement. rentres et Là, t'es c'était prof de pas le cas yoga. du tout. Exactement. Et là, il y avait des périodes de stage qui étaient encadrées, et cetera. Voilà, c'était très formateur et j'avais pas fini d'apprendre du tout à ce moment-là, on est bien d'accord. Mm. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça et donc j'ai cumulé mes 2 activités à partir de 2014, en ayant commencé à travailler en 2012. Et là, j'ai trouvé mon équilibre. En fait, plein de gens me disaient et me renvoyaient me projetaient sur moi leurs propres, peurs ou insécurités. Ils me disaient: «Mais c'est beaucoup, comment t'arrives à faire les 2 mais t'as pas de temps pour toi et tout?» Je dis: «Si, précisément, j'ai plein de temps pour moi puisque je fais d'autres choses à côté, que je développe autre chose, que j'apprends un autre métier, que je côtoie un autre cercle de personnes». Ça a été mon équilibre. C'est ce qui a fait que je n'ai jamais souffert aussi au travail, en Mm. toute franchise. Et ça, je tiens à le dire parce que pour le coup, ça m'a aidé à prendre énormément de distance vis-à-vis de ça, à me montrer professionnelle, à progresser professionnellement, etc., à évoluer, oui. Mais par contre, à voir les choses avec énormément de recul. Bah, parce que moi, j'avais pas que ça, entre guillemets, dans ma vie. Je dis Ouais, pas que ouais, c'est intelligent, mais tes deux activités de juriste et de coach se nourrissaient mutuellement et te créaient un Heu, équilibre. En moi, fait. ça me créait un équilibre, incroyable. Ça a été le facteur de mon équilibre de vie pendant toutes ces années et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, j'ai un mode de vie qui est différent et j'ai une vie sur mesure qui est différente de celle d'avant parce que celle d'avant, bien sûr, je l'ai choisie, mais c'était pas le même rythme. C'est-à-dire qu'il fallait que je travaille et puis moi, j'étais pas à 35 heures, tu vois? Fallait que je travaille, toute la journée. Je courais le midi, donner un cours, je revenais, je courais le soir, donner un cours, et ainsi de suite. Il y avait des jours où j'étais off, des jours non, certains samedis matin. Donc c'était pas le même quotidien et j'étais quand même, un peu avec 2 casquettes, tu vois? 2 Mm. facettes quoi de ma personnalité parce qu'au travail, en plus, moi, j'ai commencé à bosser relativement jeune, donc j'avais super à cœur qu'on me prenne au sérieux et tout, donc j'avais vraiment, tu sais, une façade et je pouvais m'exprimer quand j'étais dans mon legging et mes baskets, c'était autre chose, c'était vachement bien. Et donc ça a duré comme ça pendant plusieurs années, il y a eu plusieurs, périodes et tout, on pourra en reparler si besoin, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, j'ai Mhm. fêté donc, mes 10 ans de carrière, en tant que juriste dans un bureau et je me suis vraiment posé la question de me dire: «Qu'est-ce que je fais des 10 prochaines années?» Et moi, j'ai la chance vraiment de pas avoir souffert au travail, je le dis, j'ai pas vécu de burn-out, j'ai pas eu de problème, particulier comme ça. Par contre, j'ai pris la chance. J'ai pris la chance de me dire: «Les 10 prochaines années, je vis à fond cette aventure entrepreneuriale», qui est devenue entrepreneuriale par la suite, parce qu'au départ, j'étais salariée, hein, des salles de sport, bien sûr. C'est par la suite que c'est devenu, l'entrepreneuriat, et on pourra en reparler. Et donc j'ai dit: «Je prends la chance d'aller à fond parce que, bah, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas combien de temps je pourrais faire ça et la vie est courte et un peu fragile aussi» et donc j'ai voulu prendre cette chance-là. Donc et j'étais très reconnaissante de me dire: «J'ai fait tout ça pendant 10 ans, cumul d'activités pendant 8 ans, j'ai encore une super forme, j'y vais, quoi». Et donc j'ai posé, j'ai posé mon courrier et j'ai dit: «Bah, au revoir, je pars» et 1er janvier 2023, l'aventure a commencé et c'est cette aventure qui commence là au 1er janvier 2023 qui m'a permis de penser le Bloom Club. Et le Ouais. Bloom Club, c'est parti de là parce que cette activité en ligne avant, j'avais pas assez d'espace
J'y pensais, je la rêvais un peu dans ma tête, mais pour des raisons purement concrètes, voilà, j'avais pas assez d'espace à consacrer au développement. En laissant maintenant mon boulot à temps plein dans un bureau, bah, j'ai eu enfin la place de penser le Bloom Club, Ouais. qui s'écrit, Donc, voilà, aujourd'hui. donc janvier 2023, tu es salarié dans une salle de sport. Non. Tu es déjà Alors, à ton compte je 100% suis tout. déjà à Ok. mon compte, exactement. En parallèle, en fait, j'ai quitté Paris. J'ai quitté Paris en 2016, fin 2016. L'année 2017, j'ai exploré un peu et en fait, j'ai créé je me suis mise à mon compte dans le sport, dans la nouvelle ville dans laquelle je me suis installée, donc à Angers pour celles qui connaissent, Mm. en 2018. Ok. Et donc là, j'étais plus double salariée. J'étais salariée la journée et j'étais à mon compte à côté. Donc, D'accord. j'avais commencé à faire, c'était ça, ma première aventure entrepreneuriale, c'est celle-ci d'ailleurs. C'était Hmm. 2018. Très Ouais, bien. Donc, janvier 2023, tu es 100% à ton compte. tout à fait. Ok. Et à ce moment-là, tu as juste des cours dans des salles de sport et des cours particuliers ou c'est quoi ton business model à la base? Alors, mon business model, il est particulier aussi, c'est-à-dire que moi, je suis seule, je loue des salles, c'est-à-dire que Hmm. je ne vais pas donner pour mon compte des cours dans des salles de sport. Et j'ai créé donc en fait déjà quelque chose qui ressemble beaucoup au Bloom Club, mais en présentiel, où moi, mon pari, c'est d'être assez peu dans les équipements sportifs. C'est-à-dire que j'ai une salle de pilates dans un cabinet paramédical, je loue une grande salle, enfin bref, je me débrouille, je m'arrange, je fais des cours en extérieur. Bref, j'ai essayé dès le départ, dès 2018, parce que c'était ce qui me parlait, ce qui m'animait, de me positionner de toute façon assez en marge des salles de sport et du business un peu classique du coach Hmm. sportif. Je fais très très peu d'accompagnement individuel, extrêmement peu. Moi, ce que j'aime, c'est les groupes, petits ou grands, mais ce que j'aime, c'est les groupes. Et donc, j'ai commencé comme ça. Voilà, Ok. Donc, à chaque fois que tu as des clientes devant toi, c'est, on va dire, tes clientes. C'est pas les clientes d'une salle de sport, c'est absolument. tes clientes. Elles sont venues Génial. pour moi. Ouais, absolument. Mm. C'est hyper intéressant et hyper précieux. Euh, Parce que bien souvent, bah, si tu quittes une salle de sport et que c'est bah, les clients de la salle de sport, tu perds tout. Alors Ouais. que là, tes clientes, bon, si tu déménages à l'autre bout de la France, elles pourront En fait, peut-être c'est pas ça. venir. Ça, en présentiel, compliqué. Mais tu changes de salle, de location parce que X ou Y souci ou raison, bah, elles peuvent aller dans un autre quartier de la ville Ouais. et te suivre dans tout ce que tu vas faire et très certainement, du coup, s'attacher à toi beaucoup plus ou encore plus qu'on s'attache à un coach sportif. Même si, bah, bien souvent, dans les salles de sport, les gens viennent pour tel coach aussi, pas juste pour le cours, je sais pas, d'abdos fessiers, mais aussi parce que c'est, Bien sûr. je sais Bien pas, sûr. Charline qui le donne. Ouais. On s'attache aussi à Charline, mais si demain elle est plus là, bah tant pis, je trouve quelqu'un d'autre. Là, c'est, on s'attache à toi. Absolument. Mais tu vois, de toute façon, c'est le pari que j'avais fait parce que en quittant Paris, je suis arrivée à Angers, une nouvelle ville, moi je connaissais personne. J'ai dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me resalarie encore dans une salle en sachant que de toute façon, les années d'expérience que je m'étais faite dans les salles de sport m'avaient vraiment déjà ouvert un peu la porte à mais moi ma vision elle est différente. Donc j'aurais poussé la porte d'une salle de sport, j'aurais été salariée, je serais partie au bout d'un moment. Non, j'ai dit vas-y, prends un peu plus de temps, mais réfléchis à ton concept et puis lance-toi. Mais par contre, je suis partie de zéro. Ça, c'est hyper important de le rappeler. Nouvelle ville, je connaissais personne. J'ai commencé avec des flyers dans les boîtes aux lettres. Mes premiers cours, il y avait 4 personnes, j'étais contente. Donc ça, j'ai hyper besoin de le rappeler aussi. C'est-à-dire que on m'a rien donné au début. Je me suis vraiment débrouillée toute seule. J'ai tout fait, j'avais rien, j'avais une pauvre page Facebook, tu vois, c'était encore ça à l'époque. Je créais des événements et puis petit à petit, le bouche à oreille. Et puis petit à petit, Instagram. J'ai fait une formation Instagram pour apprendre à m'en servir parce que j'avais pas de compte perso, donc je savais pas quoi faire avec ça. Mais je suis vraiment partie de zéro. Donc la communauté que j'ai créée aujourd'hui et qui existe encore parce que j'ai la chance de travailler encore pour cette structure-là, elle existe toujours. Elle rassemble une communauté qui est très nombreuse aujourd'hui à l'échelle de la ville dans laquelle je suis. J'en suis très fière, mais j'oublie pas d'où je viens, tu vois. Je suis partie de zéro, dans une salle miteuse, avec une enceinte qu'on me prêtait qui était tellement pourrie qu'elle avait fait cramer mon iPod à l'époque. Enfin, tu vois, j'ai vraiment connu des galères de début, et c'est important de s'en rappeler, je pense. Ouais. Ça a été quoi justement les moments peut-être les plus durs comme ça dans ces moments de transition de vie où avant bah tu avais un très très bon salaire a priori, enfin très bon en tout cas de ce que tu dis, et là de passer à je me lance, je connais rien, j'ai ni personne. Au début il y a 4 personnes et je suis contente et en même temps il y a peut-être quand même un peu de si ça continue, enfin ça peut pas continuer éternellement comme ça quoi, faut que je grandisse. Ouais. Ça a été quoi les moments de doute peut-être ou les complications que tu as ressenties? Eh ben, tu vois, c'est intéressant que tu dises ça, c'est que moi, je suis la pro de
Je suis la pro du slalom et de l'évitement, c'est-à-dire que j'ai tout fait pour pas me retrouver dans cette situation-là. Je m'explique. Quand je travaillais à Paris, j'avais un salaire. Ce que je faisais à côté n'avait, entre guillemets, pas d'enjeu financier. C'est-à-dire que, non pas que j'avais un salaire mirobolant et que je pouvais me payer, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais en fait, ma sécurité financière était assurée par ce boulot à temps plein. Ce que je faisais à côté était un bonus. C'était bien. Quand je suis arrivée à Angers, ça a continué comme ça. Car moi, j'ai fait une mutation. Donc, j'ai continué à bosser en tant que juriste ailleurs, dans une autre ville. Donc, quand j'ai créé en fait cette première structure entrepreneuriale, pareil, j'avais pas d'enjeu. J'avais la possibilité de me dire, et cette chance parce que je l'ai choisie et que, en fait, je me connais tellement bien. Je connais ma difficulté à tolérer le risque, etc. J'ai dit, vas-y, je vais le faire à ma façon. Ma façon, ça a été de cumuler. Ça avait d'autres inconvénients de cumuler, mais j'ai préféré cumuler. Ce qui fait que quand j'avais des cours à 4 personnes au début, j'étais un peu, bon, dommage, pourvu que la semaine prochaine, elle soit 5, 6. Mais en fait, c'était pas grave. Moi, c'est pareil, ma sécurité financière, elle était assurée. Je travaillais, je pouvais payer mon crédit, mes courses, mon machin. Il n'y avait pas de problème. Et donc, c'est aussi, en toute franchise, ce qui m'a permis de mettre vraiment mon cœur sur la table en me disant, je crée quelque chose qui me ressemble à 100% et je vais pas vendre de l'abdos fessier à 19 heures le soir parce que ça m'ennuie profondément. Et je vais vraiment pousser mes cours et attendre que ça résonne chez suffisamment de personnes. On verra ce que ça fait. Et j'ai donné le temps comme ça. Et c'est ça qui a été génial avec ce début d'aventure, qui m'a permis vraiment de vivre le truc sans cette pression-là. Et c'est ce qui fait que je garde d'excellents souvenirs de ces débuts. Et tu vois, des moments de doute, oui, j'en ai peut-être eu, qui étaient peut-être de dire, oh là là, est-ce que ça leur plaît pas, en fait, tout simplement? Est-ce qu'en fait, cette clientèle-là, qui est une clientèle d'Angers, qui n'est pas la clientèle que moi je connaissais à Paris, est-ce que j'arrive vraiment à leur parler? Est-ce que j'arrive... Et en fait, ça, c'était un peu ça, parfois le doute, je me remettais moi en question personnellement, mais j'ai cette capacité, cette vraiment qualité d'être persévérante. J'ai plein de défauts. Par contre, je suis persévérante. Et je me suis donné le temps. Et aujourd'hui, ça paye. Donc, pour Ouais. répondre à ta question, des inconforts, bien sûr, j'en ai ressenti, mais en marche peut-être de plein d'entrepreneurs, en fait, moi, je me suis jamais ressenti un peu les pieds dans le vide. Et tu vois, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé au 1er janvier 2023, en fait, la bascule était faite. C'est-à-dire que mon activité en présentiel s'était tellement développée, mais avec le temps, parce qu'il s'est passé des années et des années, bien sûr, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Elle s'est tellement développée que j'ai pu me dire, bon, bah maintenant, l'activité en ligne, pareil, il n'y a pas un enjeu immédiat à 2 ans de me rémunérer sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. moi, j'ai vraiment fait cette espèce de jeu-là de... J'ai lâché une liane quand j'étais sûre de bien tenir l'autre. Tu vois le truc? Ouais. Parce que c'était mon fonctionnement. Parce que je me connais. Ouais. Et c'est ça, moi, ce que j'entends surtout, c'est que c'est ça, c'est cette sécurité que tu as choisi de te créer parce que tu te connais, parce que tu sais que peut-être la sécurité financière, c'est très important pour toi, plus que, euh, plus qu'autre chose. Et du coup, tu t'es mise en sécurité, ce qui t'a permis de créer ton concept à toi, ton Absolument. approche à toi, ta manière à toi de faire, et du coup, de ne pas subir les attentes des gens ou ce qui marchait ailleurs et de finir dans un truc qui peut-être ne t'aurait pas du tout correspondu, avec des personnes qui ne t'auraient pas du tout correspondu du tout, et que tu t'es dit, je crée ça à ma manière à moi pour, on va dire, toucher, attirer des personnes chez qui ça va vraiment résonner, en acceptant que ça prenne plus de temps que si c'était le dernier truc tendance du marché, mais au moins ce sera du moi et Absolument. ça résonnera vraiment chez les gens et je me sentirai pas étriquée ou sous pression de continuer à faire quelque chose qui ne m'anime pas de l'intérieur. Bah, tu l'as parfaitement résumé. J'aurais pas dit mieux. Effectivement, c'est exactement ça. Et c'est ce Mhm. qui m'a permis d'arriver à chaque cours heureuse, le sourire aux lèvres, contente de faire ce que je fais parce que j'ai tout choisi et parce que grâce à ça aussi, au fait que j'ai pas démordu de mon concept, de ma vision, j'ai attiré aussi une clientèle qui était en recherche de ça. Elle a même mis peut-être plus longtemps à arriver, peut-être que j'ai fait plus longtemps des cours à 5 personnes, 6 personnes, mais je m'en fiche parce qu'aujourd'hui, c'est des clientes que je fidélise, que je vois encore aujourd'hui. On est en 2025. Je vois encore des clientes, mais qui étaient les premières à arriver dans ma salle en 2018. Et j'ai une immense fierté, une immense reconnaissance pour ces nanas-là qui me suivent. Et je me dis que ça valait le coup pour cette raison. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai si bien vécu mon cumul d'activités. C'est que j'ai pas eu l'impression de sacrifier quelque chose ou d'aller à reculons et à la fin, non. Si j'ai fait ça, c'est toujours pour du bonus, pour partager quelque chose qui me tenait à cœur. Et je suis restée dans cette direction tout le long. C'est tellement précieux,
ce que tu partages là parce que je l'ai vu chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de clientes, que ce soit quand j'accompagnais des personnes qui se lançaient et qui étaient presque matrixées, on va dire, par ce qu'ils avaient appris, par exemple, en formation de prof de yoga, de sophrologie, de coach, de je sais pas quoi, d'une manière de faire, et qui du coup, qu'elles s'imposaient sans le conscientiser, cette manière de faire, sans même se demander si c'était aligné avec ce qu'elles étaient, ce qu'elles voulaient, euh, les personnes qu'elles voulaient toucher, etc. Non, c'est comme ça que ça doit se faire. Et du coup, détricoter la pelote quand elles viennent de sortir de formation et qu'elles se lancent, ça va. Aujourd'hui, quand j'ai des nanas qui viennent, parce que justement, elles se sentent désalignées, elles ont perdu leur joie, leur énergie, leur entrain, ce qui leur avait donné envie de se lancer à la base, bah bien souvent, en fait, c'est parce que leur business model et aussi leur communication est en lien peut-être avec ce qui marche ou ce qu'on leur a dit de faire ou ce qu'elles croient devoir faire ou ce qu'elles ont cru devoir faire, mais ne leur correspond pas ou ne leur correspond plus et qu'elles s'autorisent pas à changer. Mm. Il y a ça aussi, c'est bah, si un jour tu te sens évoluer et que peut-être ta manière de faire aujourd'hui ne te correspond pas, bah, ce serait hyper important de l'honorer et de Ouais. l'écouter et de reswitcher, même si ça te fait perdre des clients et du chiffre d'affaires un temps, bah, c'est OK parce que il y a rien de plus précieux que de rester dans la durée, que de vibrer dans la durée aussi. Mm. Et encore une fois, penser long terme dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Ouais. Mais je crois que personne ne s'est lancé pour faire un boom de 2 ans et puis après retourner dans le salariat. Mm. Quand on est animé dans ses tripes, dans son cœur, par ce que l'on fait, par cette indépendance, par cette liberté, par la responsabilité aussi qui va avec, bah on a envie que ça dure. Mm. Et pour ça, c'est cette évolution et cette écoute de soi qui peut paraître très passive et du coup faire stresser parce qu'il n'y a rien qui rentre en termes d'abonnés, de chiffre d'affaires. Mais c'est comme ça qu'on crée du long terme et du Ouais. puissant et du solide. Mm. Voilà, c'est mon petit monologue. Mais oui, juste pour dire que c'est génial que tu aies commencé dès le départ comme ça. Mm. Et du coup, c'était quoi à la base ta vision pour le Bloom Club? C'est quoi justement cette manière de faire à toi qui te différencie peut-être de ce qu'on peut voir ailleurs? On va en parler parce que tu n'as pas choisi du tout le marché le plus facile du monde, au contraire. Ouais. Mais déjà, l'intention de base, c'était quoi? Bah, l'intention de base, en fait, c'est de parler aux débutantes parce que c'est elles les grandes oubliées de la pratique sportive aujourd'hui et a fortiori de l'accompagnement en ligne. Parce que moi, mon expérience de coach de la vraie vie me fait avoir une idée très précise de ce que c'est qu'une personne qui débute ou une personne qui n'a pas fait de sport depuis très longtemps. J'en ai vu, mais des quantités et des quantités et des quantités. Et j'ai vu ce par quoi elle passe et j'ai vu combien il y avait une inadéquation entre les contenus qui sont proposés, que ce soit en salle de sport, oui, oui, bien sûr, c'est ouvert à tous, aux débutants, machin truc, ok, et les contenus en ligne, ok. Inadéquation totale entre cette proposition et leur niveau et leur capacité à l'instant T. Et Donc, ce attends, que je te j'ai... coupe juste parce que, tu vois, moi, de l'extérieur, alors, peut-être la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, je me considère comme assez sportif. Je fais du sport minimum 4 5 fois par semaine depuis toujours. Et j'ai l'impression, à contrario de ce que tu dis, qu'il y a quand même beaucoup de choses pour les débutants, en tout cas sur le papier, sur les Sur le affiches, etc. papier, ouais. Mm. C'est pour ça, on va Ouais. peut-être venir challenger ce point-là. Et peu de choses pour les personnes assez avancées. Tu vois, moi j'ai du mal à me reconnaître dans les programmes de sport qui se font parce que j'ai l'impression que tout est relativement débutant. Et là, ce que j'entends, c'est que c'est pas le cas. C'est que sur le papier, on appelle les débutants, on leur dit oui, c'est pour vous, mais dans la réalité, c'est pas ce qu'ils ressentent. Non, Hmm. exactement. Moi, c'est ce que j'ai perçu et c'est ce que j'ai compris de mes échanges, de mes observations, c'est qu'en fait, les contenus, il n'y a pas suffisamment de progressivité, que ce soit en salle de sport ou que ce soit sur les contenus en ligne, et qu'on veut très très vite aller sur des niveaux qui sont trop avancés. Et donc, oui, c'est ouvert aux débutants, on fait tranquille un premier cours, et en fait, les deux suivants, c'est terrible. Ça va trop vite, c'est trop dur, la progressivité n'est pas respectée, alors que c'est un principe qui est fondamental. Et donc, bah, qu'est-ce qui se produit? C'est que ces personnes-là qui sont déconnectées du sport pour X ou Y raison, pas forcément parce qu'elles sont débutantes, mais parce qu'elles ont, comme moi, été non sportives pendant un moment, parce qu'elles reviennent après une blessure, après avoir eu un enfant ou ce genre de choses, elles auraient besoin d'un peu plus de temps pour se remettre le pied à l'étrier. Ça les fauche complètement et ça les dégoûte en fait de la pratique sportive. Ça leur fait percevoir une image d'elles-mêmes qui est complètement fausse pourtant, mais qui est une image de je ne suis pas capable, t'as vu comme j'étais essoufflée, j'ai rien compris à la coordination, j'ai eu des courbatures pendant 8 jours, ce genre de choses. Hmm. Et donc, ce que j'ai constaté, moi, c'est que
très souvent, on dit oui, c'est ouvert à tous, ouvert aux débutants, mais on demande aux débutants de eux s'adapter. On dit aux débutants, bah si ça tu peux pas le faire, ne le fais pas ou fais-le autrement. Mais alors que ça devrait pas se passer comme ça. Ça devrait être justement au coach ou à la personne en ligne d'être capable de mettre en sécurité le participant et de lui donner les options simplement pour lui montrer que son cas n'est pas un problème en fait. Et Hmm. très souvent Et on qu'il n'est pense que pas quand anormal ou moins bien que les autres, peut-être. Absolument, exactement, que c'est pas toujours des options à moins-value, et cetera. C'est juste, en fait, une option alternative et on fait avec. Et en fait, mon activité en présentiel à Angers, elle m'a permis d'être comme un petit laboratoire de ça. Parce que pour le coup, je me suis retrouvée dans une ville avec des jeunes, adultes, mais des gens qui n'avaient pas fait de sport depuis longtemps, qui étaient dans la phase où voilà, ils ont les enfants, ils arrêtent, et cetera. Et là, j'ai vu, quoi. J'ai vu. Et j'ai surtout vu une énorme différence. Peut-être que ça va pas, voilà, parler à tout le monde, mais moi, la clientèle que j'avais en salle de sport, Paris, intramuros, 50 personnes, c'était pas du tout le public que j'ai retrouvé à Angers en termes de conditions physiques. Il y avait des nanas, elles faisaient 15 heures de sport semaine en bossant, etc. Elles avaient une À super Paris, tu veux condition dire? physique. À Paris, ouais, exactement. Là, à Angers, pas du tout. Pas du tout. Le cours habituel que je faisais, que j'ai repris un peu, là, un genre de circuit training un peu ludique, on n'a pas pu le faire à Angers. Et pourtant, les gens n'étaient pas dans une condition physique déplorable, juste ils n'avaient pas du tout cette habitude. Et là, ça a allumé quelque chose en moi. Je me suis dit, attends, attends, comment on fait pour parler à ces personnes-là? Hmm. Qu'est-ce qu'on leur dit? Quel est le discours qu'on tient? Comment est-ce qu'on met en avant la progressivité? Comment est-ce qu'on encourage chaque petite réussite, etc., etc. Comment est-ce que surtout on ne met pas en échec? Parce que beaucoup avec le sport, c'est une mise en échec. C'est qu'on va jusqu'au bout de ah bah là on peut plus, voilà ta limite, super, la prochaine fois essaye de la dépasser. C'est pas forcément ça. Ça peut aussi être monter, tu vois, les strates autrement. Donc ce que j'ai constaté aussi, c'est, tu vois, truc tout bête, je suis prof de pilates aujourd'hui, je le suis devenue un tout petit peu après, coach sportive, voilà, de fitness. Et le premier cours de pilates que j'ai fait moi-même pour satisfaire ma propre curiosité, c'était sur YouTube. Ah, j'ai trouvé ça vachement bien. Avec le recul, c'était pas du tout un cours de pilates, c'était pas du tout un cours de pilates débutant. C'est-à-dire que moi, je suis passée complètement à côté. J'ai passé un très bon moment, mais si ça peut rassurer tout le monde, ce que j'ai fait, c'était pas du tout du pilates. J'étais enchantée, mais c'était pas ça. Donc, j'ai compris, tu vois, il y a aussi ça. C'est-à-dire que oui, on dit beaucoup, c'est accessible aux débutants. On a ces mots-clés facile, accessible, Ils débutant, sont vendeurs surtout, qui hein. sont C'est vendeurs. juste très Pourquoi pas? vendeur parce qu'en fait, le mec qui fait du sport, il est déjà chez toi. Enfin, je sais pas, je me mets à la place d'un gérant de salle de sport. Bah, les sportifs, ils viennent déjà globalement. Donc, ton but, c'est d'amener déjà des sportifs, mais ils savent que tu existes. T'as pas besoin de les convaincre, les sportifs. Moi, Mm. j'arrive dans une nouvelle ville. Une des premières choses que je fais, c'est je vais chercher, dans mon cas, une box de CrossFit parce que c'est le sport qui m'éclate. Mais il a pas besoin de venir me chercher, le gars. C'est Mm. moi qui vais venir à lui. Par contre, effectivement, le public qui peut venir faire rentrer plus de sous, c'est les débutants, c'est ceux qui ne font pas encore de sport. Et donc, c'est à eux qu'il faut vendre des trucs. Et le discours, c'est bah, venez, même si vous êtes débutant, vous serez accueillis chez nous. Ce qui est vrai. Et dans la pratique, on les accueille, mais on les suit pas dans la Ouais. durée. Et c'est vraiment, quand tu écoutes un peu, tu essayes de recueillir les verbatims des filles, c'est vraiment ça. Elles ont toutes commencé une fois. T'en as très très peu qui n'ont jamais fait zéro. Il y en a, et celles-ci, il faut savoir leur parler aussi. Mais il y en a peu qui ont fait zéro sport, tu vois. Elles ont toutes dit, j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois. J'ai essayé le step, j'ai essayé le footing, j'ai essayé, j'en sais rien, le badminton. Et j'ai arrêté parce qu'en fait, je me suis fait mal, parce que ça allait trop vite, parce que l'ambiance était plus ce que c'était, parce que moi, j'ai pas progressé aussi vite que les autres, c'était pas évident. J'ai raté 2 séances, j'étais à la ramasse. Bref. Donc, si tu veux, avec le Bloom Club, l'idée, c'était d'élargir cette vision-là que j'avais de parler aux débutantes, ce qui est moi, entre guillemets, ce que je fais tous les jours, parler aux gens déconnectés du sport, parler aux gens qui sont dans le sport, surtout non performant, qui est quelque chose qui est très peu mis en avant aujourd'hui, mais qui doit exister et je milite pour ça. Et en parler plus largement grâce à une pratique en ligne. Donc, cette pratique en ligne, elle est assez brandée pour ça, pour des gens déconnectés du sport. Essayer de montrer que le sport, c'est une partie de la vie, tu vois. C'est quelque chose qui est un facteur d'équilibre pour faire Mm. tout le reste. Et tu vois, et que c'est pas une fin en soi. Et donc, j'ai conçu sur le Bloom Club, par exemple, tout de suite, un des premiers programmes que j'ai créé, c'était débuter en pilates. Et je l'ai fait tel que moi, je l'ai jamais trouvé, débuter en pilates, et tel que je l'ai enseigné, par contre, dans mon studio quand j'ai commencé, où on décompose mouvement par mouvement. On apprend à la fois la respiration, c'est un temps dédié. Bam, on fait cette vidéo autant que nécessaire. On apprend les mouvements, leurs noms, le vocabulaire. On apprend ces choses-là. Parce que bah, ça sort pas de nulle part, c'est impossible à maîtriser du premier coup. Donc, il est hyper décortiqué, ce programme-là, et je l'ai conçu dans une version 2 qui est progressée en Pilates, où on redécortique une deuxième fois les options un peu plus avancées pour prendre le temps, pour être sûr d'être bien placé, etc., avant de faire tous les autres cours de Pilates que j'ai proposés. Et c'est pour te donner un exemple, mais c'est un programme qui fonctionne bien. J'ai des retours très positifs des participantes parce qu'elles disent
Bah, enfin, en fait. Oui, la vidéo, elle dure que 12 minutes, mais n'empêche que j'ai eu le temps de comprendre cette respiration Pilates. Et une fois Ouais. qu'elle est acquise, je peux passer à la suite. Plutôt que de vouloir absolument faire un cours d'une heure où en fait tu vas faire 30% de l'effort parce que tu Et passes à surtout, côté de la peut-être mal le faire. Ce qui alors peut aussi, être ouais. non seulement bon, inutile en pilates, mais presque délétère parfois. Ouais, en À la fonction des place de muscles. Ouais, rentrer le ouais, ventre, tu tords ton nombril et du coup, tu es en train de pousser tous tes organes. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent bien être sûr, vraiment néfastes dans certaines pratiques, tout à même fait. la plupart du temps. Tu sais pas faire un squat, enfin voilà, tu peux te faire mal au dos très facilement. Il y a plein de choses où effectivement, reprendre les bases. Et surtout, moi, ce que j'entends, c'est tu as une cible hyper ciblée. Tu as accepté de sortir du je veux parler à tout le monde, je veux aider tout le monde, le Non. sport, ça devrait être pour tous. Parce que à la fois, c'est ta philosophie, Ouais. mais tu l'incarnes en ayant accepté de cibler une vraie cible restreinte, d'être Oui, niché sur oui, voilà, une portion des gens. Et puis celles qui ont un bon niveau, au fur et à mesure, peut-être partent ou restent parce qu'elles se sont attachées à toi, ce qui est très probable aussi, ou mmh. combinent les deux. Voilà, c'est plutôt Tu ça. vois, Ouais, moi, tout à fait. de ce que j'entends, je combinerai les deux. Je Ouais. combinerai et tes programmes et mon CrossFit parce que moi, je sais que ce besoin de performance, je l'ai, mais parce qu'il fait partie de moi, de ma personnalité. Et voilà. Mais je comprends, enfin, je En comprends fait, tout c'est à pas fait que ce soit pas le cas de incompatible. tout le monde. C'est pas du tout Oui, incompatible. aussi. En fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que parfois, la porte d'entrée, elle a besoin de se faire par quelque chose de très décomplexé, Hmm, déculpabilisé, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de ouais. performance, si ce n'est prendre 20 minutes pour moi à la maison, sur ma tablette, sur mon téléphone, avec une vidéo. On verra ce que j'en fais plus tard. Tu vois, par exemple, sur le Bloom Club, il y a également des programmes de course à pied débutante. Ça, ce programme de run débutante que j'enregistre en audio, j'y tiens énormément parce qu'en fait, c'est la continuité d'un programme que je donne en présentiel 2 fois par an. Et donc, je sais exactement ce par quoi passent les filles, puisque 2 fois par an, j'ai une promo de 10 nanas avec moi que j'emmène et on passe de 0 à 5 kilomètres en Mhm. cette semaine. Et donc, je sais tout ce par quoi elles passent. Donc, je l'ai transformé en un programme audio que j'ai enregistré, etc. Qui dit qu'ensuite, les filles qui ont adhéré, qui ont compris qu'en fait, le plus dur dans la course à pied, c'est de passer de 0 à 5. Après, passer de 5 à 6, ça va. Et de 7 à 8, ça va. Tu vois, tu sais, une fois qu'elles ont compris ça, t'en as plein qui me disent j'ai pris un dossard pour un semi, maintenant je fais un 10 kilomètres, je vise un temps, etc. Mais moi, je trouve que c'est génial. Tu vois, même si moi, mon approche au départ, elle était non Hmm. performante, ce qu'elles Ouais, en c'est font, beau. comment elles se l'approprient, ben, peu importe en fait, ça leur revient, c'est hyper bien. Ouais. Et tu as raison, c'est que je prends du recul en même temps et petit déclic là, je pense que j'ai appris à aimer la performance quand je suis arrivée, par exemple, en CrossFit, j'en fais depuis 2 3 ans. Mais au début, alors j'avais un bon background de course à pied et de fitness, donc mon corps était déjà musclé, enfin voilà, ça allait à peu près. Mais au début, c'était juste, je découvre les mouvements, je sais pas faire de traction, je sais pas faire de toast to bar, enfin il y a plein de trucs je sais pas, je découvre et je me suis pas mis la pression non plus à vouloir réussir. Par contre, je voyais les autres réussir et ça m'a inspirée. Et du Voilà. coup, je pense que c'est ça aussi, comment tu te places par rapport aux autres. Est-ce que Mm. tu te compares? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te donne envie de jouer toi aussi avec ton corps et de comprendre et de le pousser peut-être dans ce Mm. que tu te sens pas encore capable de réussir? Ouais, Et après, tu peux apprendre à aimer la performance sans que ce absolument. soit un truc qui soit une pression, mais juste un kiff d'y arriver. Absolument. En fait, on peut retrouver un rapport sain. Comme on peut retrouver un rapport sain au sport tout court, en fait, aussi. Tu as beaucoup de gens, si on prend l'exemple du sport, ça n'est qu'un moyen pour perdre du poids, contrôler son apparence. On le sait. Alors que quand on pense que comme ça, on passe à côté de tout le reste. Tu vois, la performance, ça peut être un peu pareil. C'est d'essayer de retrouver un rapport sain. Pour moi, il y a un rapport qui peut être très très sain avec la performance, des notions de dépassement de soi qui sont passionnantes et qui nous en apprennent beaucoup sur nous. Mais c'était hyper important pour moi de montrer que c'était pas forcément obligatoire et qu'on pouvait arriver là aussi en prenant un autre chemin et en faisant tous les autres apprentissages en fait qui sont indispensables sur notre estime de nous-mêmes, etc., une meilleure connaissance de soi-même. Et après, chacun en fait ce qui va lui sembler juste. Ouais, complètement. Et puis, je pense qu'on a, tu vois, moi j'accompagne du coup des entrepreneurs ou des fondateurs, des CEO de marques, de boîtes et je vois à quel point c'est nécessaire, selon les personnalités et selon leur état émotionnel aussi, est-ce qu'ils ont trop poussé sur la corde ou voilà, d'avoir des zones de vie où il n'y a pas de notion de réussite ou de performance. Ouais, bien Des sûr. zones de vie où c'est juste de la découverte et du kiff de l'instant et de peu importe le temps que ça dure la vidéo, ce que j'arrive à faire ou pas, c'est juste je fais de mon mieux
et je kiffe ce que je fais. Et j'y vais pour la joie de chaque instant et pas pour la performance ou le résultat ou ce que ça va m'apporter plus tard. Parce que c'est ça ce dont ils ou elles ont besoin, surtout dans Mm. les femmes que j'accompagne, c'est le retour à l'instant présent, le retour à la non-performance pour pouvoir être performante vraiment à 100% ailleurs à côté. Ouais, quand il le faudra. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est une question de dosage, Ouais. question d'équilibre. On y revient encore, hein, cet équilibre de la vie, tu vois, avoir voilà, cet enjeu, entre guillemets, moi, de performance avec mon travail de juriste, dans le sens où il fallait que ça continue parce que c'était ma sécurité financière, c'était important. Et à côté, une zone un peu plus d'exploration et qui m'a permis d'équilibrer tout le reste. Voilà. Mm. Et ça s'est inversé un jour. Donc ça prouve que Ouais, ça marche. je comprends, c'est effectivement important et même au sein même du sport, je prends mon exemple perso, oui, je parle beaucoup de moi, je suis navrée, c'est tout ce que je connais de mieux. C'est effectivement même au sein des sports que je fais, j'ai des sports de performance. Tu vois, la course à pied, le crossfit. Maintenant, je suis une guerrière, une lionne. C'est allez, vas-y, je défonce tout. Et puis il y a des sports comme le yoga, le pilates, où je suis juste là pour moi. Alors, j'essaye de bien faire les mouvements, effectivement, parce que comme on le disait tout à l'heure, ça peut être néfaste, délétère. Mais je vais pas chercher la vidéo la plus dure. Je vais chercher la vidéo en adéquation avec peut-être mon besoin du moment. Et du coup, ça me permet aussi d'être performante ailleurs et dans mon entreprise et avec mes coachés et dans d'autres sports. Et en même temps, parfois pas. Voilà, Ouais. trop cool. Du coup, tu parlais aussi dans ce qui te différencie par rapport à d'autres, des audios que tu enregistres notamment pour le run, parce qu'on l'a vu, toi, tu es très ciblé donc sur les débutants, ce que d'autres ne sont pas, que ce soit les salles de sport habituelles, parce que on est 30, 40, 50 dans un cours Ouais. co, et du coup, bah, le coach, il est sur sa scène, il n'a pas le temps de voir tout le monde, malheureusement. Euh, et dans les autres applis aussi, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même une concurrence féroce. On va en parler juste après, mais j'ai quand même envie, là, que tu nous parles de ces audios, pourquoi ils sont importants pour toi et comment ça t'est venu à l'idée. Eh bien, ça m'est venu à l'idée, justement en partageant avec mes runneuses en présentiel. Chaque session de run avec elles en présentiel a un thème, a toujours eu un thème. Le premier thème, c'est plutôt placement des pieds. Le second thème, ça va être le haut du corps. On a tout un travail sur la respiration quand on court. Et puis, il y a une séance que j'ai choisi de dédier, dès le premier run débutante, il y a plusieurs années, aux ruminations. Et donc, en fait, pendant toute la période où on court, donc on fait du fractionné marche-course, tu vois, on a des minutes, tant de minutes tu cours, tant de minutes tu marches. Et moi, tout le long, je leur parle. Je les suis et je leur parle. Et je leur parle de tout ce qui touche aux ruminations et j'essaye de leur faire prendre conscience de combien leur mental, en fait, leur joue des tours et les lâche avant les jambes. Et comment est-ce qu'on arrive à inverser ça? Comment est-ce qu'on arrive à contrôler notre cerveau, notre mental, à essayer de transformer les choses dans le bon sens? Et c'est elles qui ont fini par me dire, tu sais, on a tenu parce qu'en fait, tu nous as parlé tout du long et qu'on n'était pas toute seule. Et ça a été un des premiers groupes à le formuler et c'était répété enfin 2 fois par an, à chaque fois qu'il y avait des nouvelles filles. Et donc ça a allumé un peu une petite ampoule dans ma tête et je me suis dit que finalement aussi, une personne qui débute ou qui reprend le sport et qui est seule chez elle, elle est seule chez elle probablement parce qu'elle l'a choisi, que ça lui va mieux. Mais ça a aussi un inconvénient. C'est-à-dire que quand elle se sent seule et qu'elle a personne en fait qui la motive vraiment, elle peut lâcher. Et donc, au moment où j'ai choisi de faire le run débutante 100% en distanciel, c'est-à-dire 100% en ligne, j'ai enregistré les audios avec mon micro et je me suis dit, on va faire un peu plus et je vais créer en fait des audios également de marche, des audios que elles mettent dans leurs oreilles et elles vont marcher avec moi. Parce que, bon, la course à pied, ça peut exclure une catégorie de personnes. Il y a des personnes qui veulent pas, qui peuvent pas courir, qui disent, pour l'instant, c'est pas pour moi. On respecte. Par contre, pour autant, le petit shot de motivation, la sensation de ne pas être seul, la sensation d'avoir quelqu'un dans les oreilles qui te parle et qui booste un peu ta pratique sportive en mettant comme ça des images positives sur tout ça, bah, ça peut être un vrai plus. Donc, j'ai enregistré ce que j'appelle sur le Bloom Club des feel good steps. C'est Mhm. vraiment se dire, on va faire nos pas dehors. Et il y a quelqu'un qui te parle, et quelqu'un, c'est moi. Et donc, il y a des thématiques. Parfois, je vais parler motivation et je vais livrer mes favoris du moment. Je vais expliquer pourquoi c'est bien de marcher le matin. Et donc, tu lances ta marche matinale, tu vas marcher, tu m'écoutes. Euh, Ça permet de pas être seul. Ça permet de se dire, j'ai quelqu'un dans mes oreilles et c'est aussi ça mon objectif. Après, à un moment donné, on peut ne plus avoir besoin du tout. Mais l'objectif, c'était aussi de connecter un peu plus émotionnellement. Comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec les filles en présentiel, eh ben, j'avais envie de donner aussi cette dimension-là
en ligne. Ouais. C'est hyper intéressant et ingénieux d'un point de vue business et marketing, parce qu'effectivement, elles, ça leur donne envie d'y aller. Ça leur donne envie de, on va dire, utiliser, consommer ce que tu leur proposes. Donc de bouger, elles ont les résultats de ce pourquoi elles ont payé. Oui. Donc toujours satisfaisant hein, en tant que client, évidemment. Mhm. Et en plus, ça crée cette fidélisation avec toi l'humaine. Ce qui fait que D'accord. quand tu sortiras un autre programme ou voir complètement autre chose ou quelque chose, je sais que là en septembre, dans quelques mois, il y a un super chouette programme qui va sortir dont tes clientes auront aussi accès au bout d'un moment avec des amis à toi que nos auditeurs auditrices connaissent peut-être aussi, qui sont Adora et Marisa, Ouais. qui sont des youtubeuses créatrices de contenu assez connues Assez maintenant. connu, quoi, une très Ouais, grosse audience, ouais, ouais, c'est vrai. qui ont vraiment, on peut le dire, une très grosse audience. Et donc, vous allez co-créer un programme ensemble, ce qui va permettre à tes clientes d'aujourd'hui aussi de s'attacher à toi et de rester, peut-être d'acheter ce programme également. Ouais. Parce que ce lien de, elle est dans mes oreilles, elle est ma source de motivation. Mm. Elle n'est pas juste ma coach sportive, elle est ma source de motivation. Elle est celle qui fait que je me sens bien dans mon corps, que je me sens en énergie, que j'ai envie de me lever le matin, que je me suis reconnectée à moi, que j'ai de l'estime de moi, de la confiance en moi. Mm. Enfin, c'est immense d'être ça. Et je sais à quel point, enfin, c'est plaisant et ça fait du bien de quand on nous dit ça. De grâce à toi, j'ai réussi ça et du coup d'être cette personne, non pas qui l'a fait, mais qui a été une petite étincelle sur le C'est chemin. ça, ouais. Et du coup, dans l'esprit de la personne en face, de notre cliente, on reste lié à cette étincelle, à cette motivation, à cette énergie, ce qui permet de fidéliser aussi et de les garder peut-être plus longtemps qu'une ou une coach sportive lambda euh, qui balance des exercices. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, ce serait pareil, quoi. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc c'est hyper ingénieux. Et ouais, très, très chouette pour ce programme avec Isadora et Marisa. Je pense qu'on en reparlera à la fin. Ouais. T'as des choses à nous partager. Mais excellente idée. Donc ouais, deux grosses sources de différenciation. Je pense qu'il y a une troisième, c'est quand même toi. Toi, ton énergie, ce que tu dégages, ta vision du sport. Et aujourd'hui, on le sait, hein, et je pense que tu l'as très bien ressenti aussi, l'importance de se différencier, de se singulariser, que l'on soit solopreneur comme toi, que l'on ait une marque, que l'on ait un concept de sport, de santé, de bien-être ou quoi que ce soit, parce qu'il y a une concurrence de dingue. Et aujourd'hui, je pense que tu es la première à le voir, à le savoir. Il y a des mastodontes autour de toi, que ce soit des youtubeurs très connus, des influenceurs très connus. Comment tu as vécu ou comment... Parce que hmm, moi, j'ai vu un gros boom, enfin, j'ai ressenti un gros boom et quand je regarde des études ou j'écoute des podcasts, le Covid, il y a eu un gros shift. Mais toi, il me semble que tu étais déjà lancé avant. Alors pas en ligne, mais oui, j'étais Oui. déjà lancée avant. Ouais. Ok. Et moi, je n'ai pas pris le virage à ce moment-là parce Hmm. que c'était pas mon moment. J'ai aucun regret par rapport à ça. Vraiment, c'était pas mon moment, même si j'ai perçu un peu après coup que ça a été effectivement le moment du virage. Moi, j'ai fait, uniquement des cours en ligne pendant le covid pour, continuer à proposer des séances à mes clientes en présentiel et on faisait ça dans le salon. Je me souviens, j'avais fait un petit branding, j'avais créé un petit visuel avec, le nom de mon activité en présentiel. Je le projetais sur ma télé, comme ça faisait un écran, c'était joli. J'avais un petit micro, comme ça là, avec une platine et écoute, on a fait de la qualité. Il y avait aussi des lives gratuits sur Instagram, ça m'a aidé à pas mal me faire connaître. Mais c'est tout. C'est-à-dire que dès lors que le Covid était fini, moi j'avais qu'une hâte, c'est de retrouver mes clientes. J'avais qu'une envie, c'était qu'on Hmm. retourne dehors, faire ce qu'on avait à faire. Donc j'ai pas pris le virage à ce moment-là. J'ai vraiment pris le virage du en ligne plus tard, en 2023. Et clairement, j'aurais pu me le dire, mais c'est beaucoup trop tard, il y a beaucoup trop de monde, etc. Mais en fait, moi, je vois pas les choses comme ça. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, un secteur qui est concurrentiel, c'est hyper sain. Ça veut dire que, d'une part, c'est porteur, qu'il y a des choses à faire, et ça veut surtout dire que, bah, il y a de la place pour moi, en fait, tu vois. J'étais vraiment pas préoccupée par ça. Je trouve ça très sain, la concurrence. Ça pousse chacun à donner le meilleur de soi-même. Et j'étais assez sûre, par contre, de la nécessité de se nicher, Hmm. précisément. Donc, de parler à tous ceux à qui on ne parle pas sur, justement, les mastodontes que tu décris. Moi, j'ai la certitude, et je le sais parce qu'elles me l'ont dit, que la clientèle du Bloom Club,
n'est pas la clientèle de Justine Galis, de Cici MUA, etc. Ça ne marche pas pour elle. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec la qualité de ce qu'elle propose. Elle n'est pas approuvée, la qualité. C'est extraordinaire ce qu'elles font. Il y a des moyens, aujourd'hui, il y a des productions, c'est extraordinaire. Mais en fait, que ce soit le discours, que ce soit l'ambiance, que ce soit les objectifs à atteindre, ça passe à côté de ma niche. Ça touche plein de gens et tant mieux pour eux. Et bien sûr, il leur faut ça. Il n'y a pas de discussion. Mais ma niche, ça leur passe complètement à côté. Et je sais d'où viennent mes clientes, de quelle plateforme elles viennent. On en parle. J'arrive à savoir, j'arrive à traquer à peu près. Je sais pourquoi elles n'y sont plus. Donc, moi, c'est quelque chose qui ne m'a pas préoccupée. J'aurais été beaucoup plus inquiète de me lancer dans quelque chose que personne n'a jamais fait. Tu vois. Et encore une fois, c'est là où j'ai besoin de le rappeler. Je sais que je suis pénible avec ça, mais j'ai besoin de rappeler que être une coach de la vraie vie et de l'être encore aujourd'hui, j'ai la sensation que ça me donne un avantage. Parce qu'on sait aussi que sur les plateformes en ligne, il y a énormément de coachs qui ne donnent pas de cours de la vraie vie. C'est-à-dire qu'elles ont passé les BP et elles n'ont fait que du en ligne. Que du en ligne, que du en ligne. On les voit une fois par an, 2 fois par an sur des retraites. Et là, on comprend qu'en fait, elles ne voient pas des gens tous les jours. On sait très bien. Donc, elles sont excellentes sur ce qu'elles font en ligne. Il n'y a même pas de discussion. C'est parfait. La production est parfaite. Tout est bien montré. Tout est parfaitement réalisé. La certitude que j'ai, c'est que moi, voir des clientes répondre à leurs questions, composer avec ceux avec quoi elles composent aujourd'hui, la capsulite, la tendinite, le 7e mois de grossesse, la pubalgie, l'entorse de cheville, ça me donne un avantage certain. Donc, je suis restée là-dessus en me disant, je prends la chance, j'essaye, et j'ai occulté le fait qu'il y avait déjà plein de monde sur la place, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est clairement ça, ton premier avantage concurrentiel, au-delà de ta niche et ce choix, etc. C'est cette authenticité. C'est que je pense que, et ça doit être un job très dur, que d'être influenceuse, créatrice de contenu fitness ou gérante d'une plateforme de sport. Au niveau physique, au niveau mental, tu dois être dans une forme exceptionnelle, tu dois manger sain constamment, sinon on tombe dessus, tu dois avoir les abdos saillants, tu dois avoir un fessier rebondi, enfin, il y a des codes et des normes et une pression qui doit être immense et sur lesquelles on les attend et qui du coup attirent une certaine forme de clientèle qui Absolument. est aussi importante parce qu'elle se partage une immense part du gâteau. Mais il y a aussi très certainement plein de personnes qui ne se retrouvent pas dans ces fessiers galbés et ces abdos saillants et qui du coup ne sont pas du tout attirés par ce type de contenu et de plateforme et d'appli qui effectivement, le fond doit être génial, mais la forme, le branding mis en avant, l'image de marque, mm, bah, tes clientes ne s'y reconnaissent pas du tout. Ça peut pas C'est là marcher que pour tu as tout le cet monde. avantage. Voilà, ça peut pas marcher pour tout le monde et moi je m'aperçois que vraiment quand tu partages de l'authenticité, à savoir, moi j'adore faire ça, hein, montrer mes assiettes, quand elles sont pas géniales. Je trouve que c'est génial. En pas plus tard que Oui, j'ai hier vu, tu as soir, plein de je stories. J'invite tout le monde à aller regarder tes stories de l'assiette moche du jour. Je sais plus comment tu les appelles. C'est génial. mais en fait, tout le monde se reconnaît dans ça. Tout le monde a fait ça. Mais oui. Là, moi, ce midi, tu aurais vu mon assiette, c'était cata. Je suis arrivée à 14h, on se voyait à 14h30. Si tu veux, j'ai mis une tomate, 3 crackers et j'ai ouvert un pot de semoule. Non, mais c'est pas grave, en fait. On fera mieux. Et tu t'aperçois que quand tu partages ces choses-là, les gens connectent. Sinon, les Ouais. gens se disent que quoi, t'es encore un ersatz d'une autre, que toi, ta vie, c'est de manger des plats. Vraiment nickel, de faire ton shaker de prot tous les matins, tes bains glacés, c'est pas ça la vraie vie, on n'a pas besoin de ça, tu vois. Et vraiment, je sais aussi que je connecte avec la bonne audience en partageant ces choses-là. Et vraiment, on a des échanges qui sont hyper sympas. Et les gens qui sont uniquement portés sur l'apparence, la transformation physique, en fait, ils passent leur chemin naturellement parce qu'ils ne trouvent pas dans moi, mes contenus, quelque chose qui leur correspond. Par contre, des personnes qui veulent des transformations un peu plus intérieures, un peu plus globales et des contenus plus rafraîchissants dans cette ambiance-là, très premier degré du fitness aujourd'hui, et ben, ils tombent avec moi au bon endroit. Ouais. Je comprends. Je pense que c'est pareil dans tous les marchés. Dans le, le mien, tu vois, le coaching business mindset, c'est pareil. Il y a des entrepreneurs qui parlent juste d'argent et qui vendent un certain chiffre d'affaires. Il y a des entrepreneurs qui parlent de loi de l'attraction et très portés sur la spiritualité. Et puis je manifeste et c'est très bien. Et puis il y a les entre-deux de bah tu peux vouloir de l'argent sans être obnubilé par ça. Tu peux être spirituel sans être juste ça et passer à l'action et vouloir cette authenticité, cette vie équilibrée, réfléchir aussi intérieurement.
avoir compris que l'entrepreneuriat, c'est une aventure intérieure autant que euh, très matérielle, on va dire, et aimer ça, et le voir comme un chemin de développement personnel autant qu'un chemin de création très concrète pour les autres, pour les gens, pour la planète. Et c'est ces personnes-là qui viennent vers moi, et puis j'ai plein d'autres collègues qui font d'autres chouettes choses, qui attirent d'autres clientes, et c'est tant mieux. Et voilà. Et Donc, là aussi, tu vois, il y a de la place pour tout le monde. ouais, Complètement dans ton domaine, en fait. Il y a de la place et il faut prendre cette il y a de place. la place pour tout le monde partout, hein. Moi, je Euh, crois aussi. Vraiment. C'est pas un gâteau qu'on se partage. C'est pas du tout ça. Si tu perçois les choses comme ça, je trouve que tu as un mindset qui est super étriqué, en fait. Ce que moi, je prends n'enlève rien à personne et au contraire. Ouais. À partir du moment où tu t'es différencié, où tu as accepté ta singularité, que tu l'assumes, que tu l'as mis en avant et que tu es fier de ce que tu fais et que tu as ce leadership et cette posture de yes, j'ai quelque chose à apporter, c'est pas parfait, c'est pas ce que tout le monde va aimer, mais c'est du moi et ça peut aider ou ça peut toucher ou voilà, il y a un sens à tout ça. Ok, j'y vais et go. Et Ouais. là, ça fonctionne. Ouais. Trop cool. Bon, on a beaucoup parlé de ton entreprise, du domaine du sport, de ton parcours. Je te propose qu'on parle un peu de l'humaine que tu es. Et j'aimerais bien savoir, je sais que tu partages plein de choses déjà sur ton Instagram, sur ta chaîne YouTube aussi, où tu fais pas mal de vlogs. Et du coup, moi, ma question, c'est qu'est-ce que les gens ne voient pas de toi? Qu'est-ce que tu montres pas forcément sur ces plateformes? Il y a beaucoup de choses que je ne montre pas. Mhm. Je pense que ce que je ne montre pas et que je ne montre à personne, c'est ma sensibilité. Mhm. Et c'est une chose c'est vraiment un travail au quotidien pour moi, mais je suis vraiment, tu sais, quelqu'un qui garde la face. Et c'est pas parce que j'ai pas d'émotions, mais c'est parce que moi, mon canal, c'est de les cacher ou de les prendre un peu au second degré, etc. Et c'est quelque chose que j'ai besoin vraiment de garder sous contrôle. Ce que les gens ne voient pas de moi, c'est ouais, toute ma part que j'ai, bien sûr, parce que je suis comme tout le monde, ma part de sensibilité et de vulnérabilité. Je suis pas capable, en fait, de la montrer, d'en faire preuve. Donc, tout est transformé dans vraiment un contrôle très exagéré de la situation. Je contrôle tout, je suis vraiment un être dans le contrôle qui maîtrise tout, qui vit vraiment à la demi-heure près. Mais c'est en fait pour me protéger de ça, d'une très grande sensibilité qui peut parfois être un peu handicapante pour moi, une forme de vulnérabilité, comme tout le monde. Mais le truc, c'est que je le montre jamais. Pourquoi? T'arrives à dire ce qui a créé cette carapace? Parce que c'est pas mon éducation, parce que moi je suis pas un être humain, moi je suis un faire humain en fait, tu vois. Je sais pas être. Et parce qu'on m'a pas appris. Moi, on m'a toujours demandé ce que je faisais ou ce que je voulais faire. On m'a jamais demandé qui j'étais ou ce que je voulais être, tu vois. Et du coup, c'est comme si j'avais pas un. C'est comme s'il me manquait un peu une corde, tu vois, un truc, une Mhm. dimension que j'apprends, mais c'est souvent heurtant, tu vois, d'apprendre à être. Alors, bah, je fais à la place, tu vois. Et Je c'est comme comprends. ça. Ouais. Je comprends énormément. J'ai eu la même éducation. J'ai bâti ma valeur et mon estime de moi sur mes réussites. Hmm. Et je pense que on est beaucoup hein, de Absolument, ouais. bonnes élèves. Ah, Voilà, mais complètement. première de la classe, Sciences Po, école de commerce, bidule machin, classe prépa. Enfin, voilà, on a chacune notre parcours. Moi, c'est à peu près le mien. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point mon amour de moi et mon estime de moi et qui je croyais être était effectivement porté sur les cases que j'avais cochées. Hmm. Et je pense que c'est l'une des plus belles choses que m'a apprise enfin, l'entrepreneuriat m'a rien appris. C'est moi qui me suis appris à travers cette Ouais, aventure-là. ouais, Je je crois vois que ce c'est que tu veux dire. important dans cette situation, enfin dans plein de situations, hein, mais dans celle-là aussi, de reprendre cette responsabilité sur peut-être qu'on nous a pas appris, mais j'ai décidé de m'apprendre à moi. Ouais. Tu vois, de Ça me prendre résonne par beaucoup la ce que main tu et dis. d'aller Ouais. visiter Hmm. cette corde-là, comme tu l'as appelée. Ouais. Elle est insécurisante, elle Ouais. me terrorise peut-être, elle n'est pas naturelle du tout. Mais je crois, ou peut-être, en tout cas j'ai l'hypothèse qu'elle peut m'apporter quelque chose. Hmm. Et du coup, je vais aller la chercher, la gripper et voir est-ce que je peux grimper avec, tout en gardant, tu vois, les deux chemins, les que deux cordes peuvent se grimper en parallèle, d'avoir cette sécurité de la corde de fer Bah voilà, et exactement. d'avoir de temps en temps.
l'insécurité, mais du coup la découverte et la découverte de soi aussi, Mm, de l'accord de l'être. Et moi, je sais qu'elle m'a énormément apporté. Et qu'aujourd'hui, je suis un petit singe entre les deux, tu vois. mm, mm, Et les deux me permettent de me rencontrer, d'avancer, de découvrir, d'avoir la sensation de vivre. Je, je crois d'être une bonne coach aussi, mm, de pouvoir m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi, de pouvoir les secouer parfois, de pouvoir les apaiser d'autres fois selon les situations, les besoins, dans leur entreprise et dans leur vie intime aussi, parce que comme dit, quand on est coach, en tout cas dans ma posture, dans la coach que je choisis d'être avec mes clientes quand tout va bien, quand on roule, quand on crée des stratégies, quand on fait du consulting, quand on fait des lancements, et aussi quand c'est plus challengeant, quand il y a un client qui part, quand dans leur vie personnelle, elles perdent quelqu'un par exemple, ou elles ont des difficultés avec leurs enfants, ou à gérer leur vie privée, voilà, trouver un équilibre, tout ça. Et du coup, je comprends parce qu'on a l'impression de se mettre à nu et que c'est mm, dangereux, que on peut nous juger, on peut se moquer, on peut. euh, Moi, je sais qu'une de mes grandes peurs, c'était de descendre d'un pseudo piédestal. mm, Tu vois, j'ai mis du temps de la thérapie pour capter ça, mais que j'avais l'impression, enfin que je voulais être dans l'image des gens sur un piédestal pour qu'ils m'aiment, pour qu'ils, je sais pas, soient inspirés, et qu'en fait, je m'empêchais de vivre plein de choses et de me déposer à certains moments aussi, et du coup de découvrir la douceur, la tendresse de quelqu'un d'autre, euh, la fragilité, mm, à force de vouloir être forte et apparaître comme celle qui réussit et qui traverse tout et qui n'est pas touchée émotionnellement, je me couche plein de choses. mm. Voilà, après, c'est très personnel et désolée pour le monologue encore une fois. Donc je comprends, je te comprends complètement. Mm. Et c'est déjà beau de le partager, de nous l'avoir dit là maintenant. C'est immense. Donc merci pour ça. Et du coup, si tu avais envie d'être encore un peu plus toi, un peu plus vrai, un peu plus authentique, j'allais dire, qu'est-ce que tu ferais? Peut-être, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu serais? Je pense que j'ab- en étant plus authentique, je pense que j'aborderais un peu plus de sujets qui me tiennent personnellement à cœur, que je choisis de ne pas faire parce que justement, ils me tiennent à cœur et donc pas forcément facile de vivre le désaccord autour de ces sujets. Tu vois, je te prends un exemple qui est bête. Tu vois, moi, je suis végétalienne depuis, je sais pas, des années, 10 ans, 12 ans. J'en parle très peu. C'est genre, Hmm. oui, je mange pas de viande. Bah, voilà, passe à autre chose. Mais vous, si vous mangez de la viande, par exemple, je monte mes assiettes. Moi, j'ai mis du tofu. Vous pouvez mettre du poisson, des œufs, du machin. J'essaye d'être dans un consensus de ouf. Parce que Hmm. je sais que c'est important pour les gens. Parce que je sais aussi que Est-ce que, ces attends, sujets. pardon, je te coupe. Je peux pas m'empêcher là, je suis désolée, j'aime pas couper la parole. Est-ce que c'est important pour les gens ou est-ce que c'est important pour toi qu'ils aient cette image-là de toi? C'est important pour moi qu'ils se disent que je ne suis pas une casse-pied militante qui les dégoûte du truc. Parce que je comprends aussi, je me mets à leur place, c'est pas agréable, je veux pouvoir un peu dans ce truc aussi, tu vois, de people pleaser, tu vois, tu veux plaire un peu à tout le monde, t'as pas du tout envie d'être estampillé comme la VG relou et vénère, alors que foncièrement, à titre personnel, de façon intime, c'est quelque chose qui me touche vachement, tu vois. Mais je l'intériorise à fond. Je le Hmm. garde pour moi. Je me dis, bon, bah voilà, c'est leur parcours, c'est leur vision. Moi, il y a ce que je fais moi, c'est important pour moi, ça suffit. Et aussi parce que ça m'évite de me confronter et que forcément, t'es pas forcément bon dans la confrontation quand t'as pas eu l'habitude et quand il y a de l'émotionnel dans l'histoire. Donc peut-être qu'effectivement, je suis pas 300% authentique quand je fais genre, moi je fais comme ça, vous faites comme vous voulez, c'est très bien. Alors que c'est hyper important pour toi au fond, quoi. Alors que c'est vachement important pour moi. Mais encore une fois, je pondère un peu ça en disant que moi, je tiens pas à ce que tout le monde fasse comme moi. Mais ce qui est Ouais. certain, c'est que les gens ne perçoivent peut-être pas combien c'est un sujet très sensible pour moi. Voilà. Bah tu vois, moi je l'avais pas capté non plus, du Non, tout. non, mais et tant mieux parce que je veux pas non plus étaler tout le truc. On peut pas tout Ouais, dire non non, mais plus, tu c'est vois. pas l'idée. Mais C'est ça répond à ta limite, question. je trouve ça dommage. Euh, et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Tu vois, t'as pas du tout besoin d'être revendicatrice ou culpabilisante, mais juste expliquer
le pourquoi ou donner des astuces ou bah voilà, le végétalisme, c'est ça qui est déjà différent du végétarisme. Absolument, Voilà ouais. pourquoi moi je l'ai choisi, mais que c'est hyper personnel. Et juste semer des graines dans les consciences sans revendiquer ou obliger que ce Non, en fait, soit. c'est ça. Et c'est Ce vrai que c'est soit. cet entre-deux qui est pas facile à trouver, surtout sur Hmm. des sujets food, alimentation, mais ça va être un peu pareil sur le féminisme, ça va être pareil sur des idées politiques autour de l'écologie, etc. Tu sais que tu mets le pied dans un truc où il y a énormément de mauvaises interprétations des personnes, que les gens, si tu leur parles de ce que tu mets pas dans leur assiette, tu as vraiment l'impression qu'on l'enlève de la leur, alors que bah, pas du tout, en fait, il n'y a pas lieu de s'énerver. Ouais, mais Mais ça les c'est assez regarde. dur. Tu vois, au bout d'un moment, Ah après, ouais, j'ai une valeur responsabilité qui est immense. Donc, c'est un biais, j'en suis consciente. Mais tu vois, je pense que si personne ne sème de graines et que les seules personnes qui parlent, par exemple, de véganisme ou de végétalisme, c'est des hyper euh, engagés, enfin, militant. tu vois, En fait, que c'est qui très vont à la militant. confrontation, c'est trop Ouais, dommage parce que c'est pas comme ça qu'on va faire changer les consciences. c'est ça. C'est justement peut-être grâce à des nanas comme toi qui vont semer des graines et où on ressent toute la douceur et l'envie juste de partager. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, je montre mes assiettes. Sur le Bloom Club, il y a une rubrique food. Alors, il y a toujours des options. C'est toujours très végétarien et on montre des options pour que ce soit 100% végétal. Mais je reconnais que c'est pas peut-être 300% dans l'authenticité parce que je sais que je lisse énormément mon discours sur ce sujet. Voilà, pour répondre à ta question. Ouais. Et est-ce que tu te sens, si je te lance un petit défi, de, je sais pas, faire une story par exemple sur Insta et ou peut-être les deux, en parler dans ta prochaine vidéo YouTube de, tu vois, sans être revendicatrice, mais juste expliquer peut-être ton végétalisme ou une cause qui te tient à cœur. Tu vois, et juste te faire C'est confiance pour que intéressant. ça passe. Et que les nanas qui te suivent, bah, en fait, elles te connaissent, elles t'apprécient et que ce sera un chouette discours qui peut-être va rassurer certaines qui ne savaient pas que c'était aussi important pour toi et que ça l'est pour elles. Donc elles vont, tu vois, tu vas aussi grandir dans leur esprit en termes d'estime peut-être. Et puis semer une graine chez les personnes qui étaient pas trop ou qui voyaient juste des militants et qui avaient rejeté du coup l'idée. Bien sûr. Bah, c'est intéressant, c'est challengeant, mais je pense que je peux essayer de le faire à ma sauce, tu vois, en Ouais, essayant c'est de c'est vraiment le montrer. but. Voilà, vraiment en parlant juste de moi, en disant que chacun ensuite après met le curseur où il veut, mais il est vrai aussi que je l'ai peut-être pas vraiment expliqué et que parfois il y a juste de la curiosité de la part des gens qui demandent à être satisfaites et je le comprends assez bien. Comprendre aussi la différence que moi je fais, tu vois, de pas être végane mais d'être végétalienne. Peut-être que c'est des choses qui pourraient intéresser. Écoute, c'est bien. Tu me demandes un truc qui est intéressant pour moi. Je vais le mettre en place. Allez, vendu. Yes, trop cool. Et ben, j'ai hâte de voir la story et la vidéo. Et je pense que tu vois, au-delà du bien que ça va t'apporter, ça va être hyper intéressant, enrichissant pour les gens qui vont l'écouter, le découvrir. Et qu'on en a besoin, mine de rien, sur cette planète aussi, pour plein de raisons. Enfin, voilà, Plein c'est de raisons. Chacun peut trouver des raisons qui les touchent, en fait. C'est vrai que moi, c'est un peu c'est les ça. 3 raisons. C'est l'écologie, la santé et le respect des animaux, la non-exploitation des Mm. animaux. Mais après, tu vois, chacun peut être touché plus par un sujet que Ouais. l'autre, puis ça les rend pas On a plus ou tous nos moins, combats et l'idée, c'est pas de mener tous les combats, c'est d'en avoir pas un ou deux forcément. et d'y aller En à fait, fond. c'est ça, exactement. Et je pense que c'est possible en plus d'être dans une consommation, par exemple, plus raisonnée de viande, sans parler de tout arrêter, mais et puis de le faire pour des raisons qui résonnent chez nous, tu vois, point. Et même si c'est pas les mêmes que notre voisin, si la finalité est la même, bah, en fait, c'est hyper cool, tu vois. Ouais, En tout cas, ça peut se complètement. passer comme ça. Yes. Trop bien. Euh, Bah, tu me tiendras au courant ou tu me tagueras, ou enfin, je sais pas, on Ouais, verra. je te ferai signe. C'est cool. Et ensuite, j'aimerais passer. Alors, j'ai en vrai plein d'autres questions, notamment sur ton arrêt du café. Mais je sais que tu as Ah, fait des vidéos sur YouTube. Donc, on les mettra dans la description. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement, ouais. quand même, cet arrêt du café, le pourquoi et peut-être les conséquences, le résumé aussi de ce que tu en gardes? Absolument. Eh bien, j'ai fait 3 mois d'arrêt du café après avoir été une personne, clairement addicte. J'ai plein de défauts et parmi mes défauts, j'étais, addict au café. C'est-à-dire que moi, j'ai une super machine à la maison qui broie le café, qui fait un truc très bon. Le seul gros problème, c'est que tu appuies sur un bouton, tu as un espresso qui sort. Donc moi, si tu veux, j'avais pas, commencé ma journée, il était 7h32 que je m'étais fait couler 2 doubles espresso. J'en reprenais un dans la matinée, j'en prenais 2 coup sur coup après manger. Donc, je me suis dit: «Là, est-ce que c'est bien?» T'entends tout. En plus, moi, je mangeais pas le matin ou je mange très peu le matin, dans le sens où je vais manger genre une fois par semaine le matin, sinon je mange pas et là, tu avais toute la brigade là, de la santé qui disait: «Ça va pas, jamais de café à jeun», machin et tout. J'ai dit: «Vas-y, je me refocus.
ma problématique dans la vie, c'est quoi? C'est que je suis particulièrement insomniaque. Mmh. Et donc j'ai un peu fait un lien, il y a pas besoin non plus d'être hyper brillant pour se dire: «Est-ce que tous les cafés que je bois, même si j'en bois pas après, 14 heures, est-ce que c'est super versus le fait que je suis insomniaque?» Qu'à cela ne tienne, je teste. Voyons voir. Il y avait aussi chez moi tout un sujet un peu inflammation, mystandinite, ce genre de truc. Bon, j'ai arrêté. Premier mois, j'ai perdu toute essence, de joie dans ma vie. Je me suis dit: «Mais attends, mais c'est trop triste». Mais bon, premier mois, voilà. C'était pas le glow up que j'attendais, en toute franchise. Deuxième mois, pareil. Troisième mois, écoute, à ceci près que j'avais moins de nervosité. Moi, je suis une personne avec, tu sais, un peu des tics nerveux. Personne un Mmh. peu casse-pied, là, qui va, tu sais, bouger ses pieds, qui va se gratter un peu les ongles, et puis une personne qui s'assoit jamais, au global. C'est-à-dire que moi, j'ai un canapé. Sur mon canapé, il y a des chaises pour pas que mes chiens montent. Elles restent du lundi au vendredi. Je ne m'assois jamais entre le lundi et le vendredi dans mon canapé. Tu vois, les chaises restent dessus. Donc, c'est te dire. Je me suis dit: «Attends, est-ce que sur ma nervosité, ça va pas avoir un effet?» Oui, ça a eu un énorme effet sur ma nervosité. Ça a amélioré mon endormissement, ça a pas réglé mes insomnies complètement. Aucune amélioration s'agissant de, mes cycles qui étaient un sujet pour moi et de mon inflammation type tendinite. Mmh. Donc la conclusion que j'ai tirée, c'était que c'était intéressant parce que moi, je suis quelqu'un qui apprend en explorant. J'ai été contente de faire 3 mois d'arrêt. Ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, je peux en boire, mais par exemple, j'en bois plus le matin. Le matin, je vais me faire une chicorée, un matcha et je sais pas, là aujourd'hui, je suis revenue à une consommation où je bois, un espresso après manger le week-end et un espresso après manger dans la semaine. Et OK. là, c'est ce que j'ai fait, au début de notre podcast. Bon, je considère que cette consommation raisonnée me correspond, mais j'étais contente de passer par le: «J'arrête tout et on voit ce qui se passe». Ouais. Là, c'est tellement individualisé comme tout dans la santé, le sport, le bien-être, tout ça. Ouais, Faut tester pour soi. Faut en fait, écouter, c'est faut ça. prendre un peu toutes les opinions et les visions parce que chacun aussi a son idée en termes de spécialiste. Ils sont spécialistes de la même chose, mais ils n'ont pas du tout les mêmes opinions, donc Ah voilà. oui. Mmh. Et tester et voir ce qui se passe. Voilà, Trop cool. exactement. Donc j'ai Génial. partagé ça effectivement sur YouTube en parlant un petit peu plus en détail si ça intéresse certaines, voilà. Ouais. Je vous invite à aller regarder les vlogs, ils sont très bonne enfance et un peu si vous aimez mes vlogs à moi, vous aimerez aussi ceux de Mathilde. Authentiques, vrais, on en parle dans le quotidien et on passe C'est ça. un super chouette moment. Donc, Merci. très chouette. Et du coup, pour finir ce podcast, j'ai quelques petites questions de fin. Ouais. La première, c'est peut-être si tu as des exclus qui est prévu pour les mois à venir. On a parlé du coup de ce lancement avec Isadora et Marisa. Est-ce que tu peux rapidement nous dire ce que c'est, peut-être nous donner envie d'y accéder quand ce sera là? Exactement. Alors sans trop en dire pour ne pas dévoiler, en fait, on a co-créé ensemble avec Isadora et Marisa un programme pour la rentrée, pour essayer de surfer sur cette énergie de rentrée et par le biais de l'alimentation qui sera vraiment leur partie et du sport qui sera ma partie, on va accompagner sur 21 jours les participantes. J'ai donc pour ça beaucoup travaillé et conçu en fait à la fois un planning hebdomadaire d'activités et un vrai mix d'activités dédié à favoriser l'équilibre vraiment personnel, professionnel par l'activité physique. Donc ce sera des vidéos inédites et exclusives que j'ai tournées exprès pour ce programme qui n'existe pas sur la plateforme. Ça veut dire que même celles qui sont déjà abonnées au Bloom Club en fait auront un programme tout nouveau. Il y aura également des audios. Le but, c'est de guider, en fait, et d'aider tout le monde dans cette période de rentrée où la charge mentale est quand même à son max, à dire sur le volet bien-être, je me débranche, j'ai un programme, je sais ce que je dois faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'au dimanche, et ça pendant 21 jours. Voilà, ce sera le projet de la rentrée, j'en dis pas plus avec les filles. Génial, trop bien. Est-ce qu'il y a un mantra, une citation qui te parle, qui te porte, qui te fait du bien au quotidien? Moi, il y a une chose que j'apprends, tu vois, beaucoup plus à me dire et qui, revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que, je sais pas si tu connais cet adage, c'est, «La vie des autres n'est que la vie des autres». Donc c'est la vie en un seul mot des autres n'est que la vie en 2 mots, leur vie aux autres. Ouais. Et ça m'aide beaucoup de me le répéter souvent. Je peux pas dire que je suis quelqu'un qui s'en fiche, hein. Je c'est pas vrai. J'ai cette apparence de meuf un peu, C'est lié à ce que tu disais tout à l'heure en avec fait, cette exactement. carapace, hein, c'est la En fait, c'est ça. conséquence que mais tu vois, Mais c'est pas vrai. parce En que fait, c'est pas la 80% vérité. des femmes que je rencontre, des entrepreneurs en tout cas, ont cette Cette barrière, carapace-là. mais bien sûr.
Mais pour autant, j'ai quand même besoin de me répéter ça et je trouve que j'ai besoin aussi j'aime bien la répéter aux autres, tu vois, à des personnes, à mes copines, à des personnes qui, je trouve, se préoccupent trop de ça. Ça veut pas dire qu'il faut s'en fiche complètement de ce que Non, pense ça autrui. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut comprendre que dans ce que disent les autres ou ce que ressentent les autres par rapport à nous, c'est leur prisme en fait. Et se détacher de ça, s'en détacher, c'est pas être en opposition ou en conflit, bah ça aide beaucoup à ouais, mieux vivre les ça choses. change la vie, vraiment. Ouais. Je vous le souhaite à toutes et tous. Enfin, je nous le souhaite parce que je Non, continue c'est sur bon le pour chemin tout le monde. Ah non, mais c'est clair. Pour tout le monde. et on y est tous. Trop cool. Et pour finir, si tu avais une ou des entrepreneurs qui t'inspirent un peu au quotidien, ce serait qui que je pourrais peut-être aussi inviter sur le podcast pour échanger? Alors, il y a une personne que j'ai envie de citer en premier. Enfin, c'est dur de les classer, c'est pas par ordre d'importance, mais elle me Tu vient les en aimes tous premier. pareil, t'inquiète Je les pas. aime toutes pareilles, et ça, c'est important qu'elle le sache. C'est Ouais. mon amie Harmonie Ribal, je sais pas si tu vois qui c'est. Harmonie Ribal, c'est une amie aujourd'hui, c'est une personne qui m'a interviewée dans son podcast d'ailleurs, qui est vraiment c'est une geek, elle est dans la tech, c'est vraiment une femme dans la tech. Elle a reçu des prix. Aujourd'hui, elle lance une application dans le sport, voilà, très tech. Donc, je pense à elle, une entrepreneur qui m'inspire. Autre entrepreneuse qui m'inspire, évidemment, c'est Isadora et Marisa, mes amies, parce qu'en fait, c'est une vraie leçon d'authenticité, leur approche. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment cette liberté, cette forme d'émancipation de qu'est-ce que la tendance et comment on se positionne, nous, par rapport à ça. Je trouve qu'elles sont très fortes d'un point de vue business. Moi, elles m'ont épatée avec leur concept jeu de vivre. Elles ont fait des soirées, elles ont rassemblé mais des milliers de personnes. C'est extraordinaire. Elles m'ont scotché plus d'une fois. Et pour autant, elles restent hyper authentiques. Elles parlent de ce qu'elles aiment. Et pour les connaître, pour avoir la chance de les connaître, de les voir, on a fait un pique-nique ensemble il y a 3 semaines. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Et je suis très admirative de ça, de leur authenticité et de la façon avec laquelle elles gardent leur cap, leur capacité à dire ça, c'est plus mon cap, ça me ressemble plus, j'arrête. Je trouve que c'est très fort. Il y a elle. Un business autre, je continue d'en parler, un business autre que j'admire énormément et que je trouve très inspirant d'une personne que je ne connais pas personnellement, mais que tout le monde connaît probablement, qui est Lorraine Saint-Disic, qui a créé Émancipé. Quelle idée de génie! Juste quelle idée de génie! Elle a créé quelque chose pour rallier les femmes autour de la question du cycle féminin en n'excluant personne, celles qui ont des enfants, celles qui n'en ont pas, celles qui en veulent, celles qui n'en veulent pas. Cette idée-là du Serenity Club, Fertility Club, mais c'est du génie. D'un point de vue business, je la trouve super. Humainement, je trouve qu'elle dégage quelque chose de super. On a envie d'être sa copine. Beaucoup d'admiration pour ce qu'elle a créé. Voilà. C'est peut-être pas mal déjà. Ouais. Et ben, je te rejoins sur ces femmes qui sont effectivement hyper inspirantes, extraordinaires et vraies. Et ça Et fait vrai, du ouais. bien. Et on en a besoin dans l'entrepreneuriat, qui a encore trop voilà, de stéréotypes Oui, et absolument. d'injonctions. Oui. Voilà. Il est temps de casser tout ça et de créer ses business à soi avec de l'ambition et de l'humanité en même temps, parce que c'est complètement faisable et possible. Et on a plein de preuves vivantes de ça. Ouais. Donc, merci infiniment, Mathilde, pour cet échange. J'ai été ravie de te retrouver et de pouvoir papoter de tout ça. Et j'espère évidemment que voilà, ça aura semé des graines dans les esprits de celles et ceux qui nous écoutent. On a tous les liens de tout ce dont on a parlé dans les notes de l'épisode pour te retrouver sur le Bloom Club, ton abonnement, tes séances de sport, Insta, YouTube, et puis voilà, les ressources aussi évoquées pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, de m'avoir accompagnée, tenu la main pour parler de choses dont je ne parle jamais. Donc, merci pour ça. Merci à toutes pour votre écoute. À très vite. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là.
En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.